pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources. Regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. We need more understanding of human nature because the only real danger that exists is man himself. Il y a quelques semaines, l'historienne d'art australienne Lynn Brunet m'informait de la publication de son dernier livre sur un des pères de la psychologie analytique, Carl Gustav Jung, et plus précisément sur son ouvrage mystique The Red Book, Liber Novus, le livre rouge. Ce livre, écrit entre 1914 et 1930, mais publié pour la première fois en 2009, est considéré comme une des œuvres majeures de la psychologie. Jung y a consigné ses rêves et fantasmes durant une période de confrontation avec l'inconscient, où il croyait littéralement devenir fou, dans une schizophrénie, dira-t-il. Entre textes calligraphiés, images, peintures, mandalas et une richesse étonnante de personnages imaginaires et de mythologie, le livre rouge raconte l'histoire d'un homme qui doit retrouver son mythe et qui part à la recherche de son âme perdue. Le livre rouge est un écrit tout à fait exceptionnel, sans équivalent, qui a été récemment publié. Ça a été gardé secret par la famille assez longtemps. Et c'est le récit de ce que Jung nomme sa confrontation avec l'inconscient, qui se situe dans les années 1913 à peu près. Jung avait à peu près... il abordait ce qu'il appellera la crise du midi de la vie. Bon. Et si vous lisez le livre rouge, que je vous conseille vivement, vous allez découvrir que ce que nous décrit Jung là, c'est un voyage initiatique. Ça le prend, ça lui tombe dessus. Hein. Un beau jour, il se met à avoir des visions, il se met à avoir des sortes de révélations, à voir apparaître des personnages qui lui parlent, etc. Il décrit ce voyage dans les profondeurs de l'inconscient, avec des séquences, je reparlerai de certaines d'entre elles, des séquences extrêmement violentes, qui ressemblent véritablement à un scénario de mise à mort initiatique. En particulier quand il descend dans les profondeurs, manque de se noyer dans une espèce de lac de sang, voit des têtes qui surnagent, des soleils recouverts d'une masse de serpents. Tout ça, c'est vraiment une descente aux enfers, si vous voulez. Il traverse des épreuves. Donc, si on lit ce livre rouge, on se dit, voilà l'exemple même d'un voyage initiatique et d'une initiation sauvage, effectué par quelqu'un qui a réussi quand même, grâce à son savoir d'analyste, à garder le cap, à ne pas sombrer dans la folie, tout simplement, et à tirer de cette expérience un enseignement qui va être celui dispensé par le sage Philémon, donc, qui est un peu son mentor. Et voilà l'exemple même de l'initiation sauvage. Dans son livre Answer to Jung, Making Sense of the Red Book, paru en novembre 2018, Lynn Brunet affirme que le livre rouge de Jung contient de nombreuses références à la symbolique maçonnique des hauts degrés, principalement du rite écossais. Selon elle, Jung a également eu un certain nombre d'expériences troublantes durant son enfance. Lynn Brunet est elle-même fille de franc-maçon rosicrucien et survivante d'inceste et d'abus rituels. Elle a travaillé à relier la symbolique maçonnique, les rituels initiatiques et les traumatismes, notamment au niveau psychique. Brunet note dans la préface de son livre « De par mes propres mémoires d'initiation dans l'enfance,
et mes recherches effectuées sur les abus rituels maçonniques, j'ai rapidement fait le parallèle entre les écrits de Jung et les épreuves initiatiques. Cela a ensuite été très révélateur lorsque j'ai lu Memories, Dreams, Reflections et découvert que son grand-père paternel était un franc-maçon, vénérable maître de la loge bâloise. Cela soulève la possibilité que Jung puisse être une énième victime d'abus maçonniques. Ma question dans cette étude est la suivante. Le livre rouge pourrait-il être un compte-rendu détaillé d'une série de mémoires, quoique extrêmement confuse et déroutante, sur les initiations subies durant l'enfance et que l'on retrouve dans les témoignages contemporains d'abus rituels? Dans une conférence intitulée Carl Gustav Jung et la franc-maçonnerie, le poète, écrivain et éditeur franc-maçon Jean-Luc Maxence nous apprend que le père de Jung, Modeste Pasteur, était également franc-maçon. Peut-on vraiment dire que Jung a été très influencé dès son plus jeune âge par la franc-maçonnerie et qu'il aurait même, c'est un peu ma thèse, établi les grands concepts de sa clinique, la psychologie des profondeurs, tout habité, consciemment ou non bien sûr, des grands symboles de la maçonnerie. Peut-on, sans forcer le propos, ni la pensée, ni la démarche maçonnique, comparer les deux, la pensée jungienne et la démarche maçonnique, un peu comme on compare deux pistes parallèles qui se ressemblent beaucoup, même s'il faut éviter la confusion sous prétexte de rassembler ou d'unir ce qui se ressemble. Une chose est sûre historiquement, dès son plus jeune âge, son âge d'enfant puis d'adolescent, Jung a été physiquement entouré de francs-maçons spéculatifs. Il y a l'influence de son grand-père, Carl Gustav Jung Senior, dans les bouquins on l'appelle ainsi, pour être plus clair, 1794-1864. Non seulement il appartenait stricto sensu à la franc-maçonnerie, mais il appartenait surtout à la légende familiale qui prétendait qu'il était le fils naturel de Goethe, rien que cela. Le poète maçon par excellence, l'auteur de Faust, ce Faust que Jung, lui, admire et lit avec passion dès l'âge de 16 ans. Le grand-père de Jung fut même grand maître. Quant à son père, comme chacun sait, un médiocre pasteur dans le canton de Turgovie, théologien plutôt passe-partout, il était aussi franc-maçon besogneux, si j'ose dire. Nous retrouvons là une forme de maçonnerie transgénérationnelle où, de père en fils, les générations qui se succèdent sont systématiquement intronisées en loge. La question du passage des enfants dans les rituels traumatiques initiatiques reste posée. Au niveau de la haute hiérarchie, existe-t-il des abus rituels maçonniques dont le but serait en quelque sorte d'initier l'enfant, c'est-à-dire créer chez lui une, entre guillemets, illumination lors de la dissociation? Jusqu'où peut aller un initié pour recevoir la lumière, ou bien pour la donner à quelqu'un d'autre? Pour initier un enfant, par exemple, apprendre à souffrir et apprendre à faire souffrir fait-il partie des ténébreuses initiations? Voici la 4e de couverture du livre de Lynn Brunet. Le livre rouge est le récit de Jung sur une période de profonde introspection dans son inconscient lors d'un processus qu'il a appelé l'imagination active, entrepris au milieu de sa vie. Answer to Jung, Making Sense of the Red Book, offre une lecture précise de ce texte magnifique et troublant, ainsi que sur ses images fascinantes, et démontre que les fantasmes du livre rouge ne sont pas tout à fait originaux, mais que leurs intrigues, leurs personnages et leurs symboles sont remarquablement similaires à certains rituels des hauts degrés de la franc-maçonnerie. Le livre fait valoir que ces fantasmes peuvent être les souvenirs d'une série d'épreuves initiatiques terrifiantes, éventuellement subies pendant l'enfance, à l'aide de versions altérées ou fallacieuses des rites maçonniques. Le livre compare ensuite ces scénarios initiatiques au récit des rituels traumatiques rapportés depuis les années 1980. Il s'agit de la première étude complète du livre rouge à se concentrer sur les fantasmes eux-mêmes et à en fournir une explication extérieure. Sonu Shamdasani décrit le livre rouge comme un travail incomplet que Jung a laissé à la postérité, telle une bouteille à la mer, devant un jour arriver sur Terre. Answer to Jung rapporte cette bouteille sur Terre en fournissant une interprétation cohérente, mais troublante, de chacun des fantasmes et de leur imagerie symbolique. Le docteur Randall Noblitt note dans son livre Cult and Ritual Abuse, à propos de Jung et de son livre rouge,
Durant la période où Carl Jung s'est engagé dans sa propre exploration intérieure, une confrontation avec son subconscient, il a archivé ses pensées et son imagerie mentale dans une série de livres noirs, qui ont été assemblés par la suite pour former son livre rouge. Ce contenu n'a jamais été publié durant sa vie. Il sera seulement partagé de manière confidentielle dans un groupe de gens sélectionnés. Ce remarquable volume a été gardé caché par la famille de Jung après sa mort, jusqu'à ce qu'il soit finalement publié en 2009. À la page 290 du livre rouge se trouve une rubrique intitulée « The Sacrificial Murder », le meurtre sacrificiel, se référant à un rituel où un enfant est tué. Dans cette scène, Jung se décrit lui-même en train de manger un morceau du foie de l'enfant après qu'on le lui ait ordonné. Jung reconnaît lui-même que dans cet acte horrible, il a lui aussi été sacrifié. Sa déclaration rejoint les témoignages contemporains d'abus rituels. Jung était-il lui-même un survivant d'abus rituels initiatiques? Sa propre autobiographie dépeint Jung, sa mère et sa cousine, Helena Preswerk, comme ayant des expériences de dissociation de l'identité. Selon Terry Melanson, un des ancêtres de Jung, Johann Sigmund Jung était membre des Illuminés de Bavière. Lynn Brunet écrit que une des biographes de Jung, Claire Dune, fait référence à la révélation qu'il a faite sur son viol étant enfant à Sigmund Freud. Dune s'étant référé à cet épisode pour établir le titre de son livre Jung, Wounded Healer of the Soul. Jung, guérisseur blessé de l'âme. La blessure de laquelle Jung semble avoir été guéri pourrait bien être bien plus profonde que le trauma d'un abus sexuel. Les fréquentes expressions de douleur, souffrance, confusion et tourment dans le livre rouge suggèrent explicitement qu'il traite de la question du traumatisme et que l'interprétation de ces contenus symboliques aurait besoin d'incorporer la psychologie et la physiologie du trauma. Jung avait une bonne connaissance des concepts physiologiques de dissociation, d'amnésie et de traumatisme. Une forme abusive d'utilisation de la connaissance maçonnique est l'initiation des très jeunes. Alors que la règle de toutes les grandes loges stipule que le candidat doit avoir dépassé l'âge de maturité, interdisant l'initiation à ceux qui n'ont pas l'âge. Des rapports d'abus rituels dans un contexte maçonnique ou utilisant du matériel ou insignes maçonniques apparaissent fréquemment dans la littérature. Mais rappelons ce qu'est la violence rituelle. Une forme sévère d'abus sur adultes, adolescents ou enfants visant à traumatiser les victimes. Cela consiste en des violences physiques, sexuelles et psychologiques qui sont planifiées et systématiquement pratiquées sous forme de cérémonies. Ces cérémonies se passent généralement dans un contexte spirituel. Des symboles, activités ou rituels ayant une connotation magique ou surnaturelle sont utilisés. Le but est de rendre les victimes confuses, terrorisées, ainsi que de les endoctriner dans des croyances religieuses, spirituelles ou idéologiques. Il s'agit de contrôle mental. La violence rituelle se limite rarement à un épisode, cela s'étend généralement sur une longue période de temps. Alors que l'existence de ces pratiques sur des enfants occidentaux a émergé seulement depuis le XXe siècle, elles sont depuis longtemps connues des anthropologistes, historiens et érudits des religions, comme faisant partie des divers rites initiatiques. Cette forme extrême d'initiation des jeunes se retrouve dans plusieurs cultures. Jung lui-même se réfère au rôle des rites initiatiques de la puberté dans les sociétés tribales, pouvant traumatiser le jeune y étant soumis. Les rites de la circoncision chez les groupes aborigènes australiens est un des exemples qu'il donne dans son livre Man and His Symbols. Ici, recoupant les études de l'anthropologiste Mircea Eliade, Jung affirme que le rituel démantèle l'identité mère-enfant et, à travers un douloureux processus, avec même la possibilité d'une mort, le garçon connaît une renaissance symbolique dans le clan ou la tribu, avec une nouvelle identité ou un nouveau statut. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les rituels traumatiques visant à terroriser l'initié font partie intégrante des cultes locaux. Dans son livre Ritual and Knowledge Among the Bactaman of New Guinea, Frédéric Bass décrit comment un novice Bactaman, qui était tellement terrifié par le déroulement de l'initiation, s'en est littéralement déféqué dessus. Dans le livre Rituals and Manhood, Male Initiation in Papua New Guinea, Gilbert Hurt rapporte que dans l'initiation Bumini Kusmin, les novices sont totalement terrorisés par la cérémonie qui consiste à leur percer la cloison nasale et à brûler leurs avant-bras. Cela crée de sérieux traumatismes et l'auteur rapporte que des signes de profond choc psychologique ont été observés chez plusieurs individus étant passés par cette initiation. Dans son analyse sur l'initiation Ora Kaiva des Papous, Eric Schwimmer écrit qu'une des fonctions de ces rites est de provoquer, je cite, une terreur absolue et durable chez le candidat. Tous les ethnographes qui ont étudié les Oro Kaiva ont souligné la nature particulièrement terrifiante de la cérémonie Mbaï.
Plusieurs auteurs ont rapporté qu'une véritable panique était volontairement induite chez les jeunes candidats à l'initiation, mais ils décrivent aussi l'angoisse des parents qui assistent aux souffrances des enfants. Dans The Concept of the Person and the Ritual System, un Horokaiwa View, Andre Itenu écrit même qu'il existe toujours un risque pour que l'enfant ne survive pas aux épreuves de l'initiation. Dans son livre Prey into the Hunter, The Politics of Religious Experience, Maurice Bloch fait une analyse de la cérémonie Mbaï avec son caractère sacré et transcendantal. Selon Bloch, l'effet le plus important de cette cérémonie est que l'initié est symboliquement tué, ou, plus exactement, que sa vitalité est neutralisée. C'est alors qu'il devient un être purement transcendantal. Peut-être et même très certainement qu'il s'agit là de dissociation. Suite à cette initiation, l'enfant devient sacré. Il s'agit donc de conquérir sa vitalité et de la mettre sous un certain contrôle. Pour cela, l'enfant est symboliquement tué afin de le transformer, de transcender sa personne pour qu'il devienne lui-même un tueur et non plus une victime. Nous avons ici une description qui peut correspondre aux abus rituels sataniques dits entre guillemets modernes avec le contrôle mental qui en découle. Ce sont des rituels initiatiques traumatiques qui visent à sacraliser l'enfant grâce à de profonds états dissociatifs et à une renaissance en tant qu'enfant monarque. En faire un tueur plutôt qu'une victime, un membre à part entière du culte luciférien.